nous, en tout cas à la FIRA, au départ, il y a 3 objectifs qui étaient importants, qu'on a vus sur toute la journée. Soutenir la recherche appliquée, bien entendu, ça c'est le premier point important. Arriver à dynamiser également la valorisation des résultats et adapter ces résultats justement en créant des supports d'application. C'est ce qu'on a dit, donc des outils, et c'est là que la recherche peut amener justement ces financements. Et in fine, arriver aussi à diffuser. Sauf que ces 3 éléments, ces 3 objectifs, sous maintenant la présidence de notre président qui est ici, M. Gouet, bien entendu qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, il y a des freins, il y a des leviers qu'on va émettre, et il y a des difficultés. Donc il faut aller plus loin, il y a des limites. On l'a entendu aujourd'hui, participation parfois inégale justement de tous les acteurs. La recherche, si elle est appliquée, doit être utile, et également utilisable. Est-ce qu'elle est assez utilisable? Ça, c'était l'un des premiers points. Il faut un soutien également sur toutes les phases justement de financement, de l'accompagnement à la recherche. Et j'ai entendu également tout à l'heure par nos amis canadiens, mais aussi dans les podcasts, bien sûr, que le transfert des connaissances, ça s'apprend. Ça, c'est important. Ça s'apprend, donc ça veut dire que si ça s'apprend, il faut arriver à acquérir. Notre ancien président, il disait souvent quelle est la différence entre l'inné et l'acquis pour un être humain? Alors Axel Kahn disait, bon, vous savez, c'est très compliqué. Par contre, une chose est sûre, pour l'être humain, ce qui est inné, c'est d'acquérir. Et donc je pense que nous aussi, on doit arriver justement à ce transfert de connaissances. Donc arriver sur la connaissance, mais encore mieux qu'acquérir, c'est s'approprier. Et je pense que l'un des futurs leviers, c'est s'approprier justement ces connaissances dans un processus qui va largement au-delà de la diffusion. Donc voilà un petit peu pour aller plus loin. Si on reprend, j'ai entendu qu'il y avait une psychologue Cyrulnik, ça serait de dire il faut comprendre mais aussi agir. Il disait que comprendre sans agir, c'est propice à l'angoisse. Et si j'agis sans comprendre, je peux avoir des actes déviants et je peux être en surplomb de la réalité, être trop éloigné. Et là, je suis dans une recherche qui est plutôt, on va dire, in vitro et non plus in vivo, c'est-à-dire dans la réalité de la vie. D'accord? Oui, le micro, bien entendu. Voilà, donc grosso modo, avant de passer la parole donc à Bernadette, je pense que s'il y a des difficultés pour aller plus loin, il faut un maillage, si j'ai bien compris. Il faut de la porosité entre les milieux de pratique, les chercheurs. Donc il faut du lien, j'ai entendu tout à l'heure, du lien et du liant. Ça, c'est important. Lien de réciprocité, je l'ai dit. Si c'est utile et utilisable, il faut donc bien entendu répondre aux besoins, ce qui demande non pas une démarche descendante, mais une démarche ascendante. Ça, c'est important, je pense, de le dire. Et puis, on disait aussi, il faut changer. Pour changer, il faut aussi agir, être motivé à aller vers l'autre. S'il y a attention, alors il y a intention de changer. Et donc, ça demande aussi d'être en résonance avec celui qui est peut-être en altérité, qui n'est pas comme nous. Donc, je pense que ça, c'est important. Et enfin, cette connaissance, cette reconnaissance, dans la transformation, justement, et dans le transfert des connaissances, il faut qu'elle soit partagée par la majorité. On le sait bien dans les intelligences collectives, en général, que plus la majorité d'une structure, et on peut aller à l'échelle de la société, est justement dans ce processus de connaissance, de compréhension, plus la majorité est dans ce système-là, plus sera puissante la force de transformation. Donc je pense que c'est ça, la participation, je la vois aussi ici, avec une forme d'équité. Je pense que c'est important, pas d'égalité, mais d'équité entre tous les acteurs, qu'ils soient une personne en situation de handicap, un chercheur, un professionnel de santé sociale ou autre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur justement comment arriver peut-être à collaborer autrement. Un petit clin d'œil à un ancien collègue à nous qui était aussi à la FIRA, Éric Plaisance, qui a écrit un magnifique ouvrage « Capable autrement ». Eh bien, je pense que nous aussi, on peut arriver complètement à collaborer autrement. Et c'est pour ça qu'on va aller peut-être vers présenter un livret avec des nouvelles pistes pour être force de transformation et être dans le concret. Je laisse la parole à Bernadette. Ça va le temps? C'est parfait. Bon. Voilà. Bah oui, Bernadette, je pense que vous pouvez enchaîner directement. Alors moi, je vais enchaîner direct. En fin de compte, normalement, on va vous présenter en alternance les leviers, les freins et les leviers. Alors, les freins, je ne vais pas m'attarder sur les freins parce qu'ils nous ont avant tout permis de définir des leviers
qui nous apparaissent effectivement aujourd'hui importants pour accompagner le développement de cette recherche participative, collaborative et le transfert des connaissances. Moi, je voudrais m'arrêter sur un mot. Je crois qu'il a été cité 2 fois ce matin et un petit peu une fois cet après-midi, c'est vulgarisation. C'est vulgarisation parce que, alors je suis plus âgée que Julie qui disait un petit peu tous les problèmes qu'elle a pu avoir par rapport à sa carrière universitaire, en ayant choisi justement de mettre à disposition des personnes pour lesquelles elle travaillait aussi des résultats de la recherche. Et je dirais, moi étant plus âgée, eh bien, la vulgarisation, je peux vous dire qu'en tant qu'enseignant-chercheur, c'était quand même quelque chose qui, dans le milieu universitaire français, était plus que mal vu. Vous publiez un article accessible à tous, vous aviez les collègues qui commençaient à vous regarder comme ça, et en tous les cas, en ce qui concerne le développement de votre carrière universitaire, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas bien vu du tout. Alors, qu'on ne parle plus de vulgarisation, puisque je crois que ça a été dit 2 fois ce matin, mais et une fois un petit peu cet après-midi, mais de valorisation, tout change. Je dirais l'espèce de connotation péjorative qu'il y a au terme de vulgarisation a complètement disparu, puisque maintenant on vulgarise, plus on valorise. Donc ça, c'est une chose tout à fait importante, et je ne peux que me réjouir de ce changement de désignation. Bien évidemment, il n'est pas suffisant, mais c'est déjà une première chose. Et l'importance donc de ces 6 leviers qu'on va vous présenter en alternance, Éric et moi, qui ont été identifiés dans le programme CLAP sur la recherche. Alors, le premier levier, c'est l'IE. L'IE, c'est le premier levier. Et j'ai envie de dire, et ça a été dit à plusieurs reprises, parce qu'une conclusion, c'est toujours pareil, tout ce que vous avez prévu de dire, ça a déjà été dit avant. Mais enfin, il faut dire quand même que pour moi, il importe que c'est à tout moment de la recherche que cette liaison, elle doit se faire. Une coopération qui doit être là dès le début, dès la première réflexion qui va permettre la construction du projet de recherche. Autre élément que je voudrais dire sur cette liaison fondamentale, c'est que les gens du terrain, les personnes concernées, les chercheurs, chacun doit garder son identité et son propre point de vue. Il ne s'agit pas de transformer les gens du terrain en chercheurs. Il ne s'agit pas de transformer les chercheurs en gens du terrain. Il faut bien se dire que c'est parce que chacun de ses partenaires va garder sa propre identité, son propre point de vue, qu'effectivement, des réflexions innovantes et quelque chose de tout à fait nouveau va pouvoir émerger. Ça, c'est une chose, c'est justement de la complémentarité de cette réflexion que pourront émerger des résultats, des supports d'application, des innovations utiles à l'amélioration de la qualité de vie des personnes avec handicapés. Vous voyez, on a beaucoup parlé de la recherche, là, mes amours que je connais bien. Alors que je rassure tout de suite tout le monde, il n'y a jamais eu de volonté du centre de formation Trisomie 21. Il se trouve que je suis à la direction de ce centre de formation, de ne pas payer les personnes. Simplement, je vous promets que c'est vraiment quand même très très compliqué d'arriver pour les gens qui sont en ESAT à pouvoir les libérer, etc. C'est vraiment quelque chose de très compliqué, mais c'est pas du tout une volonté de notre part, au contraire. Donc je disais par rapport à ça, l'idée effectivement de construire une formation sous la forme d'une exposition, ça n'était pas passé dans la tête des chercheurs. Je connais bien Jennifer et Yviane, c'était pas du tout dans la tête des chercheurs au départ. C'est le terrain qui les a amenés à faire ce choix-là. Alors, effectivement, c'est dès le début, et je dirais,
Ben, il faut que chacun garde son identité, ses propres ressources. Éric, je vais te laisser parler du second levier, former. En plus, il n'y a peut-être pas forcément d'ordre, mais lié, c'est important, on l'a dit tout à l'heure, et former, je pense que c'est un point important. Donc former, oui, parce qu'il faut une implication en fait de tous les acteurs. C'est donc quelque part inclure dans les cursus, mais dès le départ, mais là des formations initiales, justement les professionnels, aussi bien les professionnels du social que du médico-social. Alors, petite illustration, travaillant sur une recherche justement où des accompagnants en santé, en sciences humaines et sociales interviennent dans les AJA, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer et de maladies rares, on s'aperçoit que ces métiers émergents où des professionnels n'ont pas la blouse blanche vont pénétrer différemment, vont être formés, et parfois il y a des méthodologies qui vont se compléter, qui vont être différentes. Voilà, et je pense que c'est important de le souligner. Alors donc ça, c'était une des mesures, inclure dans les cursus de formation initiale et professionnelle, mais aussi, deuxième mesure pour le levier formé, c'est créer une plateforme. Ça, c'est intéressant. Une plateforme de formation, bien sûr, en ligne, on dit en open access, bien entendu, ouverte, dédiée à la recherche appliquée, bien sûr à la recherche participative et au transfert des connaissances. Et cette information doit être diffuse, justement dans les différentes phases de la recherche, dans tout le processus, jusqu'à l'accompagnement in fine justement sur le terrain, et enfin aussi de bien comprendre les rôles de chacun. Ça, c'était la deuxième mesure. Deuxième levier. Et la deuxième mesure du deuxième levier. Et la troisième, c'est monter également, je crois que c'est important, on est dans une société en mutation, les connaissances évoluent aussi au prisme parfois de la recherche, monter des formations continues, tout au long également de sa vie, on peut arriver à progresser. Donc faire une plateforme qui soit un complément justement concernant justement tous les professionnels qui peuvent se former au transfert des connaissances. Donc voilà, le troisième important, c'est monter les formations continues. Et enfin, il y avait aussi une huitième mesure, vu qu'on en est au deuxième levier, c'est enseigner. On parlait tout à l'heure de formation, mais aussi l'enseignement. Enseigner la recherche participative appliquée et bien entendu le transfert des connaissances, justement dans les formations universitaires, mais en sollicitant dans ces formations universitaires des professionnels, justement, qui ont une solide expérience des acteurs de terrain. C'est ce qu'on retrouve parfois dans la pérédance et puis des expériences qui ont été réalisées il y a quelques temps. Voilà un petit peu les 4 mesures concernant former, justement, pour le transfert des connaissances. On va essayer d'aller assez vite pour les dernières, comme il est 4 heures. Alors moi, déjà. je vais passer au troisième levier, soutenir. Mais ça a déjà été dit. Mais la recherche participative et collaborative a en France des difficultés à se développer et à être reconnue à sa juste valeur. Pourtant, ça n'est absolument pas une recherche de seconde zone. Au contraire, c'est une recherche qui va mettre des contraintes supplémentaire à la recherche. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut la voir. C'est une recherche qui, tout en gardant les mêmes exigences de scientificité que dans la recherche fondamentale, je dirais qu'il va introduire des exigences supplémentaires. Et ça, je crois que c'est vraiment tout à fait important. Alors, effectivement, pour que valorisation, ou un autre mot aussi joli, essaimage, puissent devenir des points incontournables, eh bien, ça demande du temps et des moyens. Pour le chercheur, collaborer dans l'élaboration d'une recherche introduit des contraintes supplémentaires qui alourdissent son budget et son timing. Et ça, je dirais, c'est la même chose pour la production de supports d'application. Malheureusement, aujourd'hui, totalement ignoré des critères de reconnaissance scientifique. On va produire des supports d'application, mais ça ne va pas bénéficier à la carrière du chercheur. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, les seules choses qui sont reconnues, c'est la publication de recherche dans des revues à comité de lecture, si possible en anglais. Et je dirais, c'est vraiment des choses qui sont tout à fait gênantes
pour la reconnaissance, effectivement, de cette recherche participative et le développement de cette recherche participative et collaborative. Et j'irai, je crois, Éric, tu vas présenter le financement peut-être plus en avant. Très bien, donc quatrième levier. Alors, même pour la recherche dans nos articles scientifiques, on doit payer parfois. Hein, c'est un coût, la recherche. Bref, en tout cas, financer, il y a donc trois mesures importantes. Je vais aller très vite. Hein. Assurer le financement, on l'a dit du début, c'est-à-dire du montage. Donc, on est vraiment au balbutiement de la recherche, jusqu'à l'utilisation justement de toutes les connaissances, et donc essayer d'intégrer également les pratiques. Ça, c'est important, du terrain, dans le cadre aussi des financements. Ensuite, les financements, il faut qu'ils ne soient pas simplement publics, mais justement privés et publics comme financement. Il faut aussi penser aux organismes. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs, je vois dans les recherches à l'université, des organismes qui financent l'innovation. On le retrouve de plus en plus. Et puis, essayer de lier aussi et de compléter trois grandes dimensions qui sont importantes. Agir, je l'ai dit, les actions, l'innovation et la recherche, bien sûr, des pratiques. In fine, il y a aussi, très important, permettre aux acteurs du terrain de se positionner comme porteurs. Dans la recherche, au départ, souvent, la personne sur son handicap, elle peut être sujet d'une recherche, vaut mieux pas. Parfois, elle est objet d'une recherche. Parfois, elle est actrice d'une recherche. Et là, dans ce cadre-là, elle est plutôt auteur, justement, de la recherche. Donc, se positionner comme porteur, et puis inclure également des chercheurs. Donc, c'est un schéma inversé. Ça serait les chercheurs qui seraient garants de la démarche, justement, de ces professionnels ou de ces acteurs de terrain. Ça changerait un petit peu les habitudes. Ça, c'est une force pour moi de transformation. Et puis, autre mesure, les dépenses des acteurs de terrain, on en a parlé tout à l'heure, doivent être pris en compte, notamment ceux des personnes en situation de handicap. Alors, j'ai passé au cinquième levier, diffuser. Hein. Eh bien, produire des supports d'application, c'est utile. Il faut aussi les faire connaître. C'est important. Moi, je fais encore quelques formations, je suis quand même très, très étonné sur le terrain de constater la méconnaissance complète d'un certain nombre de professionnels de ces outils qui sont pourtant en ligne, gratuits, diffusés, etc., etc. Donc, je crois que c'est important de créer effectivement, à la fois par la formation, mais aussi par la communication, par éventuellement un site dédié à tous ces supports d'application. Je crois que c'est tout à fait important, de façon aussi dans la formation, à introduire chez les professionnels et les futurs professionnels une attitude introduisant le questionnement scientifique dans leurs compétences professionnelles. Ça, je crois que c'est tout à fait important parce que c'est comme ça qu'ils pourront faire construire et évoluer leurs pratiques en s'appuyant sur des outils scientifiquement conçus plutôt que sur des idéologies, sur l'air du temps, sur ce qui est à la mode, sur ce que vous voulez. Sixième et dernier levier, étudier, hein, ça c'est important. On l'a dit tout à l'heure, hein, sur pourquoi pas une science, justement, du transfert des connaissances. Alors, c'est mener des études sur l'impact des supports d'application et des activités du transfert des connaissances auprès des acteurs du terrain, qui sont bien sûr utilisateurs. Deuxième mesure, poursuivre le développement des travaux de recherche étudiant justement le transfert des connaissances. Et juste avant de te laisser la parole, je ne suis pas que chercheur, je suis aussi chargé de mission handicap, à l'époque ici avec Axel Kahn à Paris-Descartes, à l'université, maintenant à Bordeaux depuis pas mal d'années. Et justement, moi, mes étudiants, quand j'essaie de faire une démarche ascendante, de répondre à leurs besoins, donc d'avoir une écoute vis-à-vis de l'expression de leurs besoins, ils me disent souvent, c'est ce que je reprends dans mon cadre souvent, c'est ils disent « faites bien pour moi, mais pas sans moi ». Ça reprend un petit peu, de façon un petit peu différente, le slogan des Canadiens. Et puis, on a parlé aussi du temps. Je pense que le rapport au temps est important, le pouvoir du temps. Le temps des institutions n'est pas le temps des acteurs, n'est pas le temps des personnes en situation de handicap. Il faut accélérer ce processus temporel. Et donc, voilà pourquoi je pense que dans l'accessibilité universelle, il faut aller vers l'inclusivité plus que l'inclusion pour moi. Voilà. Alors, il me revient, au nom du conseil d'administration de la FIRA, de clôturer cette journée.
et de nous laisser repartir riches de tout ce que nous avons pu y échanger. Une conclusion brève, mais qui se voudrait être un plaidoyer fort pour que nous puissions nous unir pour continuer à donner un sens à l'axe fort développé par la FIRA depuis plus d'une dizaine d'années. Évoquer d'abord ses fondateurs et Axel Kahn, qui a promu la recherche appliquée à la FIRA, la recherche utile pour les personnes. Au cours de ces 10 ans, nous avons parcouru une première étape. Elle nous amène aux besoins et aux réflexions d'aujourd'hui. De fait, il faudrait changer de paradigme concernant la recherche dans la thématique du handicap. Arriver à faire reconnaître par tous, les chercheurs, les financeurs, les promoteurs de projets, les pouvoirs publics, les personnes concernées, les associations, la nécessité de soutenir une recherche participative et collaborative, productrice de supports d'applications correctement diffusés. Pendant ces 10 ans, bien souvent, nous l'avons entendu, c'est cette recherche qui est nécessaire et elle a déjà fait preuve de son utilité. Aujourd'hui, c'est d'une dynamique collective dont nous avons besoin pour poursuivre. Seule, la FIRA ne pourra pas aller aussi loin que nécessaire. Notre objectif serait de nous associer avec tous ceux qui se sentent concernés par nos engagements et nos convictions, qu'ils soient organisations de terrain, organismes soutenant la recherche, institutions scientifiques, réseaux universitaires. C'est ensemble, dans une démarche de plaidoyer, que nous pourrons insister sur la nécessité d'intégrer le transfert de connaissances dans l'actualisation des caractéristiques de la recherche dans cette thématique du handicap. C'est ensemble que nous pourrons échanger et mettre en œuvre les leviers identifiés. N'hésitez pas, contactez-nous. Je voudrais enfin, au nom du conseil d'administration et de son président, Patrick Goé, remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée, tout particulièrement Cécile Vallée et Philippe Chervin. Vous dire aussi que vous n'allez pas repartir les mains vides, je crois, puisque un livret reprenant tout l'historique du parcours du CLAP sur la recherche, qui nous a amenés à la construction de cette journée, va vous être remis. Vous aurez ainsi un rappel de toutes les informations qui vous permettront, nous l'espérons, de vous associer à nous. Je vous remercie.